Cher Olivier, nous arrivons à la fin de cet entretien et je vous ai demandé de nous lire un passage du livre. Pourriez-vous juste nous recontextualiser ce passage dans votre livre? Alors très bien, c'est le moment où Saul, qui est l'époux d'Emma à New York, doit être sevré de l'opium. Il a une addiction à l'opium et sa compagne l'emmène dans un chalet des Catskill Mountains pour le désintoxiquer. Donc c'est un moment où il est à moitié délirant et beaucoup de choses reviennent. Et c'est un moment aussi où Emma lui glisse certains de ses secrets qu'elle lui avait jamais avoués. Mais comme il est semi-délirant euh, et qu'elle cherche une absolution, on ne sait pas si c'est accordé, s'il a compris, etc. C'est un espèce d'entre-deux, en fait. Voilà. Il rêvait. Des rêves durs et tranchants peuplaient ses nuits. Emma veillait, penchée au-dessus de lui, fredonnait et racontait les montagnes de son enfance, son récit à peine audible et révélant un tas de choses infâmes dont elle ne parvenait pas à se dissuader. Elle demandait l'absolution pour cette vie informe et sanglante. Le demi-frère de sa fille abandonné aux bêtes sauvages réclamait l'indulgence et lui passait la main dans les cheveux et sur le front, démentait chacune de ses questions quand il parvenait à en formuler une, accusait le délire, le rassurait et lui répétait qu'il s'abusait, n'avait pas bien compris, devait se reposer et se défaire du manque, attendait puis récidivait, marmonnait de nouveau son récit, de nouveau quémandait l'implicite indulgence. Il la lui accordait en songe, avec la mansuétude de celui qui jette la première pierre, se dressait au milieu de la nuit, furieux et tapageur, la lui retirait en hurlant, rejetait les draps loin de lui et se recroquevillait dans un coin de la pièce, brisé de douleur, franchissait le seuil de ses souffrances, stoïque et patient sous la coupe de métal émaillée d'une suspension délimitant sur le sol de la chambre une circonférence de froide lumière. Il interrogeait de laconiques images et rempaillait l'épouvantable récit susurré au bord de l'assoupissement. La vie brève de cette créature cramoisie surgit d'une comptine dont les paroles inondaient son premier sommeil sans jamais pénétrer le profond de ses songes. Il s'en retournait à quatre pattes sur sa couche, et la pute le surveillait, renfrogné, nu, revenu torve d'entre les morts, la nuque disloquée, la tête penchée sur sa maigre clavicule. Il n'avait pas le pouvoir d'absoudre sa femme, et la pute le savait et souriait, et lui tendait la main en signe de rémittance. Il lui demandait de ne pas le toucher, d'éteindre la lumière et de disparaître. Elle disparaissait. Il restait le cœur battant, sentait le poids de son corps amaigri creuser la toile tendue de son lit, affronter sa peur dans l'obscurité et dénombrer les meurtres par lui commandités et commis, les reléguer à voix haute dans les ténèbres inhabitées, jurer de ne plus céder à la complaisance d'un hypothétique rachat ni aux injonctions de chrétienne miséricorde suggérées par l'ectoplasme d'une Marie-Madeleine de circonstance, dont il avait ordonné qu'on brise les vertèbres. Parfois, assis sur une chaise, attentif au silence, il patientait des heures durant le faible signal des oiseaux. Avec la convalescence, le calme finit par descendre et le chant des oiseaux ne lui importait guère plus que le retour de la pute ou de l'homoncule. Il se contenta d'observer le sac de frappe, s'autorisant l'espoir de bientôt recouvrer sa condition d'homme, lasser une paire de gants et gagner la rédemption du corps quand la rédemption de l'âme était à peine perdue.